Vous écoutez Crime Story, la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, deuxième et dernier épisode. Le jeudi 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans et mère de 2 enfants, disparaît en Isère, à Pontcharrat, alors qu'elle effectue sa tournée de distribution de journaux. Les soupçons se portent vite sur Yves Chatin, 21 ans, et propriétaire de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse a été retrouvée abandonnée avec les clés sur le contact. Yves Chatin est déjà connu de la gendarmerie pour des faits de violence et d'agression sexuelle sur des jeunes femmes. Après quelques heures de garde à vue, il est relâché, faute d'éléments suffisants. Yves Chatin se mure alors dans le silence. Déjà peu loquace, il devient quasiment muet. Pas question de parler de l'affaire, ni aux journalistes qui essaient d'obtenir la moindre déclaration de sa part, ni à quiconque. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Mais les gendarmes et la justice ne parviennent pas à trouver de nouveaux éléments. Les quelques pistes explorées ne mènent à rien. Ni corps, ni traces de sang, pas le moindre petit indice à exploiter. Thierry Bonfanti, le mari de Marie-Thérèse, fait face en tentant d'être le plus clair possible avec ses enfants. Il témoigne des années après dans le journal La Croix et raconte que face à l'absence brutale de sa mère, Erika ne parle plus. Un jour, je suis allée la chercher à l'école, dit-il. Je lui ai dit que sa maman était perdue, mais que papa et toute la famille faisaient tout pour la rechercher, et qu'on espérait la retrouver, mais sans savoir quand. En tout cas pour la famille, hors de question de baisser les bras. Thérèse Saya, la mère de Marie-Thérèse, est particulièrement active, imaginant toutes les stratégies possibles pour retrouver la trace de sa fille. Dans les premiers jours qui suivent sa disparition, elle colle des photos d'elle dans Pontcharrat. Elle fait du porte-à-porte pour tenter de trouver des indices. Et c'est en discutant avec des habitants de la commune que Thérèse apprend quels sont les antécédents d'Yves Chatin avec les femmes. Elle découvre qu'à 14 ans, le jeune homme a agressé une femme qui était à vélo, et qu'en 1985, il a tenté d'en étrangler une autre. Pour la famille, il ne fait plus aucun doute que cet homme est coupable. Et même s'il est sorti de garde à vue, ils attendent, dans un premier temps confiants, que les enquêteurs viennent le cueillir. Mais les semaines, puis les mois passent. Et en novembre 1987, plus d'1 an après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, la justice prononce un non-lieu. Cela signifie que l'enquête s'arrête. Sous le choc, les proches de Marie-Thérèse Bonfanti décident d'actionner tous les leviers possibles. L'affaire est close, mais pas pour nous, parce qu'au moins, je vais faire appel et nous voulons savoir exactement la vérité sur Marie-Thérèse. Vis-à-vis de mes enfants, et pour eux, je dois quand même savoir ce qui s'est passé réellement. J'ai besoin d'explications à tout prix, parce que s'il y a une justice, cette justice, je la veux. Damien Delceni, à ce stade de la procédure, les proches de Marie-Thérèse peuvent faire appel. Et ils le font logiquement, on vient de le dire. À peine plus d'1 an après les faits, la justice décide de classer le dossier, ce qui est extrêmement court comme délai. Normalement, dans une affaire criminelle, on cherche quand même pendant plusieurs années avant de refermer un dossier. Là, à peine plus d'1 an, et hop, la justice décide de prendre une ordonnance de non-lieu et donc de refermer le dossier. Donc, la famille fait appel par le biais d'un avocat. Ça se passe devant la cour d'appel où cet avocat va expliquer que selon lui, selon la famille, Yves Chatin est un vrai suspect sur lequel on n'a peut-être pas assez gratté. Il demande la reconstitution de son emploi du temps le jour de la disparition de Marie-Thérèse. Mais malgré cette plaidoirie, malgré ces éléments, en 88, donc à peine 2 ans après la disparition, la cour d'appel décide de confirmer le non-lieu. Ça veut dire qu'elle confirme le classement pur et simple du dossier. Comment expliquer que la piste Yves Chatin ne soit pas davantage exploitée par les enquêteurs ? Eh bien, à vrai dire, on ne sait pas pourquoi. On sait que Marie-Thérèse Bonfanti disparaît devant la maison de ce Yves Chatin, que ce Yves Chatin, il est présent physiquement ce jour-là dans le secteur, et on sait que ce Yves Chatin, il a un passé judiciaire extrêmement inquiétant avec des agressions de femmes, 2 agressions de femmes extrêmement violentes. Donc, on est quand même en droit de penser qu'ils auraient pu aller plus loin. Alors certes, ils l'ont placé en garde à vue. En réalité, la vraie difficulté, ce qui explique sans doute le classement, c'est qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, donc il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas quelque chose, un indice qui permet aux enquêteurs de confondre Chatin. Et comme Chatin, en garde à vue, il a tout nié et il a affirmé qu'il ne savait rien de cette disparition, les enquêteurs sont dans une sorte de cul-de-sac.
La famille de Marie-Thérèse est désespérée, on l'a dit, mais elle ne lâche pas l'affaire pour autant. Oui, Thérèse et Salvatore, les parents de Marie-Thérèse, décident de continuer l'enquête de leur côté, puisque la justice, elle, a baissé les bras. Donc, ils vont engager plusieurs détectives privés. Alors, évidemment, des détectives privés, ça coûte de l'argent. Ils vont contracter un emprunt pour les payer. Alors, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ces gens-là. C'est un engagement très important pour eux, mais la mère de Marie-Thérèse, qui est une mère au foyer de 46 ans, elle va se remettre à travailler pour payer ces détectives, pour payer cette enquête privée. Elle va notamment travailler dans les vignes. Alors, c'est quand même un travail plutôt physique, quand on a presque 50 ans. Mais ça démontre à quel point cette famille est prête à tout pour connaître la vérité. Les détectives privés ne trouvent pas grand-chose. Un oncle de Marie-Thérèse décide même de consulter un magnétiseur, sans plus de succès. Pour mettre toutes les chances du côté de la famille Bonfanti, Thérèse, la mère, participe à Perdu de vue et témoin numéro 1, 2 émissions des années 90 animées par Jacques Pradel sur TF1. Là encore, rien ne se passe. 4 ans plus tard, en 1992, la mère d'une jeune femme qui a disparu elle aussi à Pontcharra publie une lettre dans laquelle elle accuse Yves Chatin. Janine Gonnet, la mère de Marie-Ange, disparue en 1986 à l'âge de 19 ans, est persuadée qu'Yves Chatin a tué sa fille, en plus de Marie-Thérèse. Postée devant la maison Chatin, elle hurle qu'il faut réaliser des fouilles et retrouver les cadavres des jeunes femmes. Nos gosses sont enterrés là! Il faut des fouilles minutieuses! Yves Chatin sort alors de son silence, pour la première fois. Outré par les affirmations de cette mère en colère, il décide de l'attaquer pour diffamation. Le tribunal condamne Janine Gonnet à 15 jours de prison en première instance et à 6 000 francs d'amende en appel. 14 ans après la disparition de Marie-Thérèse, en 2000, la famille Bonfanti apprend que la maison Chatin a été démolie. Sur des images du journal télévisé d'Antenne 2, l'ancêtre de France 2, Thérèse Saya crie sa colère. Le doigt levé vers le ciel, vêtue d'un long manteau clair et des lunettes fumées sur le nez, elle dit « S'ils ne rouvrent pas le dossier et que la maison n'y est plus, ils nous ont tout enlevé. Tout enlevé. » C'est que la famille de Marie-Thérèse a une hypothèse. Et si le corps de la jeune femme se trouvait enterré sous ce terrain ? L'option leur paraît encore plus probable lorsque les ouvriers, qui ont été missionnés par la mairie pour construire sur le site une zone commerciale, révèlent la présence d'une fosse. Des fouilles minutieuses permettraient de savoir si Marie-Thérèse y a été enterrée. Mais il n'en est pas question. À cette époque-là, la prescription pour un crime commis est de 10 ans, à compter donc du non-lieu de 1988 qui a éteint l'action judiciaire. Depuis 1998, quoi qu'il soit arrivé à Marie-Thérèse, les faits sont prescrits. Pourtant, à ce moment-là, Damien, des fragments d'os sont effectivement retrouvés sur le terrain. Oui, on l'a dit, les ouvriers qui font les travaux découvrent cette fosse. Alors on pourrait penser que ces fragments d'os, ils ont été récupérés par les gendarmes. Mais en fait, pas du tout. C'est la famille de Marie-Thérèse, encore une fois, qui récupère ces ossements et qui les met dans un petit sac plastique. Alors, ça paraît complètement fou, qu'à quelques mètres d'une disparition, on trouve des ossements et finalement, c'est la famille qui les récupère, qui les stocke elle-même. Et donc, elle se retrouve avec ce petit sac d'os et puis, il se passe rien, comme d'habitude dans ce dossier. Depuis 9 jours maintenant, Janine Gonnet, à son domicile de Pontcharra, détient des ossements qui pourraient être ceux de sa fille Marie-Ange, disparue depuis le 9 mai 1985. Elle les a recueillis elle-même lors de la démolition d'une maison près du passage à niveau. La maison près de laquelle avait été retrouvée la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti, voilà 5 ans et demi. Elle décide de faire analyser elle-même ses os. Oui, et donc, encore une fois, c'est elles qui vont payer ces analyses en laboratoire. Et les résultats reviennent. Et là, c'est une terrible déception puisqu'on leur dit que ce ne sont pas des ossements humains, mais des ossements d'origine animale. Donc la théorie que Marie-Thérèse ait pu être enterrée sur ce terrain-là, donc par Yves Chatin, puisque c'est le suspect principal depuis le début, cette théorie-là, elle tombe à l'eau. Pour autant, l'affaire n'est pas terminée. Non, parce que la famille ne veut toujours pas en rester là. Ni les parents, ni les frères et sœurs de Marie-Thérèse, ni Thierry, son mari. Personne n'abandonne. Ils sont toujours certain que Marie-Thérèse a été tuée par Yves Chatin. Les années passent. Les enfants de Marie-Thérèse Bonfanti, devenus adultes, commencent eux aussi à chercher sans relâche ce qui a pu arriver à leur mère.
En 2012, la fille de Marie-Thérèse, Erika, a désormais 30 ans. Son fils, Flavien, en a 26. Avec un nouvel avocat, ils réunissent de nombreux documents et se replongent dans les investigations menées à l'époque de la disparition de leur mère. Encore une fois, sans succès. 5 ans plus tard, en 2017, Thérèse Saya meurt, sans avoir pu percer le mystère de la disparition de sa fille. 2 ans plus tard, son mari Salvatore s'éteint à son tour. Selon une de leurs filles, ce drame les a rongés de l'intérieur. En vidant la maison de leurs parents, les frères et sœurs de Marie-Thérèse retombent sur le dossier d'instruction. Les filles disent à leur frère Eugène de le prendre et de voir ce qu'il pourra en faire. Alors Eugène, Thierry, le mari de Thérèse, et un ami de la famille reprennent une à une chaque déclaration d'Yves Chatin. Patiemment, il consigne les contradictions et les incohérences dans son emploi du temps du jeudi 22 mai 1986, jour de la disparition de Marie-Thérèse. Pendant 4 mois, les 3 hommes travaillent avec acharnement. Ils finissent par remettre un épais dossier au parquet de Grenoble. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, est très intéressé par cette affaire. Il décide de rouvrir le dossier et de saisir à nouveau un juge pour l'instruire en 2020. Le lundi 9 mai 2022, 34 ans après la disparition de Marie-Thérèse, le téléphone d'Eugène Saya sonne chez lui, à Dijon, sur les coups de 23h30. C'est très tard pour appeler quelqu'un. Il a un mauvais pressentiment. Eugène décroche. À l'autre bout du fil, la voix de son avocat lui dit « Un homme a été placé en garde à vue ». Damien, cet homme, c'est à nouveau Yves Chatin. 34 ans après, toujours le même nom, toujours le même suspect. Alors, Yves Chatin, il n'a pas quitté la région, il vit à La Table, qui est un hameau qui est situé à côté de Pontcharra. Il a 56 ans au moment où il est placé en garde à vue. Il est devenu chauffeur routier, il a sillonné la France pendant des années. Il a eu plusieurs compagnes, il a même eu une fille avec l'une d'elles. Et donc, il voit débarquer un dimanche matin les gendarmes de la section de recherche de Grenoble qui l'interpellent à nouveau et le place en garde à vue. Comment se passe sa garde à vue ? Il va rester comme 34 ans auparavant, dans la même position. Il va nier pendant 3 interrogatoires. Et puis au 4e, il craque. Quand les gendarmes continuent de lui présenter les éléments contradictoires sur son emploi du temps du jour de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, et il finit par avouer être l'auteur du meurtre. Selon sa déposition, le jeudi 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti est venue garer sa voiture devant chez lui. Et elle l'a mal garée, un peu au milieu de la route, donc elle gênait le passage. Il l'aurait apostrophée pour en gros lui dire de bouger sa voiture, et il dit que peu de temps après, elle est venue frapper à sa porte. Elle lui a demandé de s'excuser parce que il lui avait mal parlé. Lui l'aurait mal pris, il aurait eu selon ses dires un coup de sang et il l'aurait étranglé. Il explique ensuite qu'il a mis le corps dans le coffre de sa voiture et est allé le déposer dans la montagne près d'un fossé. Les gendarmes vont aller fouiller à l'endroit indiqué par Yves Chatin et ils retrouvent en effet à l'endroit précis indiqué par Chatin le crâne de Marie-Thérèse Bonfanti. Plus de 3 décennies après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, Yves Chatin est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Et il est incarcéré le 11 mai 2022. Pour la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, on imagine, c'est un immense soulagement. Ça faisait 36 ans qu'ils attendaient ça. Thierry dira d'ailleurs, moi j'ai été en prison 36 ans, j'en sors maintenant, à lui d'y rentrer. Au fil du temps, on a su prendre les bonnes directions. Et aujourd'hui, eh bien, on a les résultats. Personnellement, j'y croyais plus. On n'a jamais lâché, effectivement. Toute la famille n'a jamais lâché. Et ça c'est important. Je crois que je réalise pas, ça fait trop longtemps. On s'est tellement conditionné à ce qu'on ne sache rien jusqu'au bout. Voilà quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Oui, parce que rien ne s'est passé comme prévu et rien ne s'est passé de manière normale dans ce dossier. Les avocats d'Yves Chatin, ils vont faire valoir la prescription qui pourrait jouer en faveur de leurs clients. En revanche, du côté de Maître Boulou, qui lui est l'avocat de la famille Bonfanti, il estime que cette prescription n'est pas valide, car le meurtre, selon lui, a été dissimulé pendant 36 ans. Donc, selon son raisonnement, la prescription ne peut entrer en jeu qu'au moment où Chatin avoue les faits. L'avocat général est d'ailleurs d'accord avec cette analyse. Le mardi
24 janvier 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble rejette la prescription. Il peut donc, selon elle, y avoir une continuité de la procédure et donc un procès. Par la voix de ses avocats, Yves Chatin conteste le rejet de sa demande de prescription. C'est désormais à la Cour de cassation de se prononcer, et il faut encore attendre 10 mois. Le mardi 28 novembre 2023, la Cour de cassation rend un arrêt. Elle estime que l'affaire est prescrite et renvoie le dossier devant la Cour d'appel de Lyon pour une nouvelle analyse. Dans la foulée, les avocats d'Yves Chatin déposent une demande de remise en liberté, acceptée par la juge d'instruction de Grenoble. Yves Chatin, 58 ans, sort de la prison de Vars le mercredi 6 décembre 2023, en fin d'après-midi. Soumis à un contrôle judiciaire très strict, il a interdiction d'approcher ou d'entrer en contact avec les proches de Marie-Thérèse Bonfanti. L'avocat d'Erika, Flavien et Thierry Bonfanti résume les choses ainsi. La loi est dure, mais c'est la loi. Damien, dans la foulée de l'élucidation de l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, la justice rouvre le dossier de Marie-Ange Billou. On avait parlé de Marie-Ange Billou, c'était cette femme qui avait disparu exactement dans le même secteur, le secteur de Pontcharra, donc pas très loin du domicile d'Yves Chatin. C'est aussi cette femme dont la maman avait été condamnée pour diffamation parce qu'elle avait affirmé que selon elle, le responsable de la mort de Marie-Ange de sa fille, c'était Yves Chatin. Donc le mardi 24 mai 2022, le procureur de Grenoble, encore lui, Éric Vaillant, dit qu'une information judiciaire va être ouverte, là aussi, pour relancer cette affaire, vieille, elle, de 37 ans. 2 ans et demi après, où en sommes-nous ? Yves Chatin est pour l'instant toujours libre. Il a été libéré il y a un peu plus d'1 an. Évidemment, les questions se posent autour de ce qu'il a pu faire il y a près de 40 ans. Est-ce que c'était potentiellement un tueur en série ? Mais voilà, ces affaires ont été maltraitées et il est très difficile, 40 ans plus tard, de retrouver des éléments et d'enquêter de manière efficace. La prescription est une problématique au cœur de tous les dossiers de crimes non élucidés. Alors la prescription, qu'est-ce que c'est ? En matière criminelle, longtemps en France, on a considéré que ce délai était de 10 ans. Depuis 2017, il a été porté à 20 ans. La prescription, c'est une enquête qui s'arrête, un non-lieu par exemple, comme dans l'affaire Bonfanti, on ferme le dossier et si pendant 10 ans, il ne se passe rien dans ce dossier, pas d'audition, pas d'expertise, aucun acte d'enquête, on considère en droit français que l'enquête, elle est terminée. C'est-à-dire que si quelqu'un est arrêté après ce délai de 10 ans, il ne peut plus être poursuivi pour ce crime. C'est exactement ce qui se passe dans l'affaire Bonfanti, puisqu'on a quelqu'un qui reconnaît les faits, qui avoue, mais certains pensent que, comme cette affaire elle a été arrêtée, qu'il ne s'est rien passé dans le dossier pendant plus de 10 ans, on ne peut plus poursuivre Yves Chatin pour ce crime. Donc c'est tout le débat qui est en cours. Est-ce que la prescription, elle démarre au moment où l'enquête se ferme ou, comme le disent les avocats de la famille Bonfanti, elle est en quelque sorte interrompue et qu'au moment où on découvre le corps, cette prescription, elle redémarre. Pour éviter les prescriptions dans un dossier, souvent, les avocats demandent des actes au juge, c'est-à-dire une audition, une expertise, quelque chose parfois d'assez anodin, mais il faut savoir que chaque acte dans une enquête, dans une instruction, interrompt non seulement le délai de prescription, mais surtout le fait repartir à zéro. Ça veut dire qu'une enquête qui peut dater des années 70, si tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, on redemande un acte, on recommence à zéro et cette enquête, elle peut vivre encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas de Bonfanti, puisque Bonfanti, il ne s'était rien passé dans le dossier pendant plus de 10 ans. La famille de Marie-Thérèse Bonfanti n'a pas encore épuisé tous les recours pour espérer voir Yves Chatin passer un jour devant une cour d'assises. Le vendredi 6 décembre 2024, ils ont repris espoir, après que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a décidé de ne pas déclarer ce meurtre prescrit. C'est donc finalement la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, qui aura dans quelques mois le dernier mot sur ce dossier. Après la décision de la Cour d'appel, Thierry Bonfanti s'est exprimé. Qui pourrait admettre qu'un meurtrier ne soit jamais jugé, même longtemps après son meurtre, a-t-il témoigné. Il est normal que nous voulions un procès, pour que la justice passe. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, à la réalisation Marek Panchaud et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.